Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors, bonjour à tous, messieurs. Bienvenue, tout d'abord, bienvenue dans mon émission. Est-ce que ce serait possible de vous présenter, monsieur Ombe et monsieur Thomas, s'il vous plaît? Oui. Alors, bonjour Marine. Oui. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir, avec monsieur Ombe. Donc, pour me présenter brièvement, je m'appelle Thomas Naïmana. Je suis prêtre catholique, sauf que j'ai pris ma liberté pour pouvoir lutter avec mes compatriotes pour leurs droits, pour leur liberté. J'ai 52 ans.
Je suis réfugié en France depuis 2005 et actuellement, je suis président en exercice du gouvernement du peuple rwandais en exil. C'est une équipe euh, où je suis avec le Premier ministre, Madame Marine Ouimana, et le vice-premier ministre Innocent, et une équipe de 20 personnes, de 20 ministres, avec qui nous essayons d'aider nos compatriotes à se rassembler pour résister à la dictature du régime du dictateur Paul Kagame. Et puis, bon, on espère pouvoir libérer ce peuple définitivement du joug de cette dictature. Et pour y arriver, eh bien, on pense pouvoir collaborer avec nos voisins qui souffrent de la même violence qui vient de ce régime. Voilà brièvement, je suis celui-là qui suis avec vous ce soir. Enchantée, Monsieur Naïmana. Monsieur Ombe, est-ce que c'est possible de vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour et bonsoir à vous d'abord, Monsieur le Président du GREX, bonjour chère journaliste Marine, bonjour chers auditeurs et auditrices congolaises et congolais. Moi-même, je m'appelle Ombe Nyamuhombeza, je suis un Congolais qui vit en Finlande, je suis ici en Finlande depuis un bon moment. Et alors, je suis un analyste, donc je fais de l'analyse sur les questions ou bien la problématique du géopolitique et géostratégique de pays des Grands Lacs, est bien compris. Donc, c'est la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya. Est-ce que je voulais dire aussi l'EAC en général, mais nous partons un peu plus loin de la région et de la sous-région, parce que vous savez, même au Sahel, présentement, il y a un problème avec le pays du Niger qui, d'une façon ou d'une autre, va toucher aussi la vie de toute l'Afrique. Donc, parler aussi de la politique internationale, ça nous intéresse. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc, du coup, je me présente en retour. Je m'appelle Marine, je suis journaliste française et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe justement autour des Grands Lacs. C'est pour cela que je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. D'accord? Merci. Mais de rien. Donc, du coup, la première question, ça va être pour vous, Monsieur Ombe. Qu'est-ce que les Congolais perçoivent donc, du coup, de cette violence en fait meurtrière qui se passe en ce moment au Congo depuis maintenant plus de 25 ans quand même? Écoutez, Marine, moi, je ne peux vous dire que les Congolais en ont marre. Ils en ont marre du fait que c'est depuis plus d'un quart d'un siècle que les Congolais vivent ces cauchemars-là. C'est un cauchemar qui nous a été imposé par des politiciens, des acteurs, comment le dire, politico-militaires de la région venimeusement intentionnés. Ils ont des intentions vraiment pragmatiques, des intentions hégémoniques, mais qui ont aussi de mains noires derrière lesquelles on ne saurait pas donner du nom ou du qualificatif tout de suite là. Bien avant, ils essayaient de jouer avec l'esprit des gens, avec, comment le dire, la réalité. Ils ont balancé les choses et de leur manière, mais jusqu'à présent, la vérité est là. On essaie de manipuler certains petits esprits là de Congolais, mais aussi de pays voisins du Congo. Le malheur du Congo, ce sont ses ressources naturelles. Et puis sa générosité d'avoir reçu aussi sur son sol des réfugiés rwandais après les génocides rwandais de 1994, et bien sûr, et tout ce qui en est suivi. Donc, le Congo en a porté maintenant les conséquences. Ce n'est pas tout simplement les conséquences parce qu'on nous tue, on nous viole, on nous massacre et en plus de cela, on veut nous réduire au silence absolu. Vous savez, on tue au Congo et juste à présent, on a enregistré au moins plus de 12 millions de morts. Et ce qui inquiète, mademoiselle, bon, c'est pas madame ou bien, ce qui inquiète, si je peux vous dire comme ça, c'est que on nous tue, mais on veut aussi nous réduire au silence sous l'omerta internationale, comme l'avait dit l'écrivain Charles Onana. Donc, on nous tue,
on nous massacre, on nous pille et puis on nous muselle. On veut nous museler, on ne veut pas qu'on parle de cette tragédie historique du siècle, c'est-à-dire que le massacre, les morts, les tortures, le pillage, tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est le pire de l'humanité qui ait existé après la Seconde Guerre mondiale. Bien, nous lançons des cris depuis 2 années. Moi-même, je suis actif dans le média et dans les réseaux sociaux. Malheureusement, écoutez, nous n'avons jamais vu la réaction telle qu'escomptée par nos populations au Congo. Nous nous demandons toujours à présent pourquoi ces 2 poids, 2 mesures. Ici, je fais la comparaison de la problématique russo-ukrainienne, tout ce que la communauté internationale, moi-même, j'ai du mal à l'appeler communauté internationale. Je pense qu'ils se sont levés comme un seul homme au secours de ces Ukrainiens-là. Mais si vous faites une petite comparaison, vous allez voir que nous sommes peut-être dans la même danse, nous sommes dans le même malheur. Mais directement, le monde entier s'est soulevé au secours des Ukrainiens. Mais les Congolais sont là, que ce soit le Conseil de l'ONU des Nations, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis d'Amérique. Donc, ils ne font que dénoncer du jour au jour. Laisse-moi encore profiter de cette occasion. Je parle de ces choses chaque jour qui passe sur ma chaîne en langue Kinyarwanda, mais je profite aujourd'hui parce que nous nous exprimons dans une langue internationale, là où je peux faire, excusez-moi, un petit coup de gueule à ces décideurs du monde entier, leur dire que le silence n'a que beaucoup plus duré. Nous demandons, tout ce que nous demandons, c'est de reconnaître nos libertés fondamentales. C'est de savoir que tout ce qui se font hacher à la machette, tout ce qui se font tuer à l'est du Congo par le régime sanguinaire de Kigali, par le régime sanguinaire de Kampala, bien sûr, ils le font de mèche avec les impérialistes, avec le multinational. Et alors, trop, c'est trop. Il faut désormais qu'ils sortent de ce silence-là. Il y a le rapport mapping qui tarde toujours dans leur couloir, dans leur tiroir. Il y a aussi autant vraiment de rapports des experts des Nations Unies. Il y a des rapports de Human Rights Watch. Il y a des rapports de Médecins sans frontières et tout consort, toutes ces organisations non gouvernementales sur place. Et alors, nous nous demandons jusqu'à quand le Congolais va crier, jusqu'à quand le Congolais... Excusez, peut-être je suis un peu long, mais je vais aussi dire que le Congo n'a jamais attaqué aucun pays, aucun voisin. Mais nous sommes victimes alors de cet acharnement-là depuis 1996, lors de l'entrée de l'AFD au Congo, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Quand Blinken vient au Congo, il vient nous faire du chantage. Quand ces pays européens nous viennent au Congo, ils viennent nous faire du chantage. Ils savent que ce qui nous tue vraiment, c'est Kagame, c'est Museveni. Leurs troupes sont sur le sol congolais. Leurs rapports les dénoncent. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Nous avons toujours demandé qu'il y ait des sanctions. Et alors, quand vous allez voir l'Union européenne sanctionner au Congo, on nous sanctionne un petit politicien comme Bitakwira. On nous sanctionne comme M. Willy Ngoma du M23. On nous sanctionne des personnes qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à foutre avec le massacre qui sont là. On laisse leur chef derrière eux. Et ça doit finir. Nous en avons assez. Nous en avons marre de cette machination-là. Il faut alors que l'on sorte de paroles pour aller à la concrétisation. Donc, 2 sanctions ciblées. Et puis, nous avons toujours demandé qu'il y ait création d'un tribunal pénal international parce qu'il n'y aura jamais de paix sans justice. Il n'y aura jamais de paix sans justice et réparation. Donc, les Congolais sont toujours à l'attente de cette réparation, de cette justice. Eh bien, je dis justice dans son sens propre et pas dans un sens figuré. Il y a eu 2 petits cris, juste pour un moment, pour que l'on instaure le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ceci, c'est pour, selon le régime de Kigali, selon la junte de Kigali, d'1 million de victimes
de ces génocides rwandais-là. Mais maintenant, nous sommes à plus de 12 millions. Écoutez, le Conseil des Nations Unies de sécurité reste toujours motus bouche cousue. Et alors, on en a marre. Tout ce que je pouvais répondre à cette question, madame, si je viens vous répondre tel que, si je vais en tout cas vider le contenu de moi-même pour satisfaire à cette question-là, nous allons rester sur ces micros même pendant toute une semaine. Et c'est pourquoi je vais vous demander donc de me synthétiser par ce moindre de mots que je venais de dire ici. Voilà, merci. Très bien. L'avantage de cette émission, c'est le fait qu'elle soit aussi en français. Donc, on va pouvoir en parler aussi aux Occidentaux, des personnes qui n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui au Congo ou de ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda. C'est quelque chose qui est plutôt avantageux et c'est pour ça qu'on est là. Donc, il faut vider son sac et faire un coup de gueule, comme vous l'avez dit. C'est très, très bien. Concernant du coup l'opposition rwandaise, Monsieur Thomas Nahimana, qu'avez-vous à dire? Est-ce que vous soutenez en gros l'agression contre la RDC par l'armée de Paul Kagame aujourd'hui? Comment réagissez-vous à ça? Merci, Madame Marine, de poser cette question. Il est forcément inconfortable. Il est très inconfortable de parler en étant un représentant, si j'ose dire, ou un leader rwandais, quand il s'agit de parler de la question de l'invasion du Congo par le Rwanda, évidemment. Mais j'en profite, après avoir entendu ce que disait mon confrère Ombe, pour dire d'abord que 90% de Rwandais sont vraiment désolés de ce qui se passait de ce qui se passe et s'est passé au Congo, du fait de notre président Paul Kagame et de son régime. Je comprends que vous me posez d'une autre manière aussi la question de savoir comment nous comprenons le problème. Le gouvernement en exil que je représente a fait le travail aussi de comprendre la nature de ce conflit. Et pour nous, l'équation n'est pas très complexe. En fait, le malheur que connaît la région, donc la région des Grands Lacs, à commencer par le Rwanda et le Congo, évidemment, tient au fait du régime qui dirige le Rwanda actuellement. Parce que nous sommes dirigés par un régime de notre âge. En fait, Paul Kagame et ses complices, si j'ose dire, ou son équipe, le président congolais l'appelle le régime, et son régime, sont pratiquement des seigneurs du Moyen-Âge. Ce sont des gens qui ont une armée équipée d'outils modernes, mais en fait, dans leur mentalité, c'est des gens du Moyen-Âge. Pour eux, les frontières entre États indépendants n'existaient pas. Donc, le monde, ou surtout l'Afrique, ou du moins la région, c'est à conquérir et à servir, comme on le faisait déjà au Moyen-Âge. Ils ont commencé par le peuple rwandais lui-même, qu'ils ont pris par les armes, au bout d'une guerre meurtrière, et ils ont compris qu'à partir de là, ils pouvaient asservir aussi, comme ils ont fait au Rwanda, des peuples voisins. Évidemment, le Congo est la première victime du fait, comme venait de le dire mon confrère Ombe, de ses ressources naturelles. Et là, les conquérants du Moyen-Âge, vous les connaissez, ils n'attaquaient pas pour se faire plaisir, ils attaquaient pour piller. Et s'ils tuaient, ils tuaient aussi pour piller les ressources des autres pays. C'est comme ça que les États se sont formés. Et ils sont encore dans leur mentalité à cette époque-là. Ils se croient tout permis. Je parle de Kagame et de son régime et de son armée. Ils se croient tout permis. Piller, tuer les gens innocents. En faire des esclaves, pour eux, ce n'est pas un crime. Vous voyez le malheur que nous connaissons aujourd'hui. Kagame se voit en César, oui, il se voyait. Là, c'était notre problème, mais il se voit en César. C'est un conquérant à qui tout est permis. Bien évidemment, vous comprenez, nous, organisés en opposition contre son régime, nous ne soutenons pas leurs méfaits, nous ne soutenons pas leur façon de faire les choses. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs en opposition. En tout cas, s'ils pillent le Congo, ce n'est pas pour le peuple rwandais, c'est pour eux. Ils ont acheté des biens en Europe, ils ont acheté des biens aux États-Unis, ils ont mis des, comment dire, en océan, ils ont lancé des bateaux très luxueux, ils ont construit des hôtels partout, des hôtels. Ils ont
acheter des villas pour leurs enfants dans les pays occidentaux. Vous comprenez, ce n'est pas pour le peuple rwandais. Nous, on est en train de mourir de faim. Nous connaissons la vie quotidienne du peuple, de la population au Rwanda. Ils meurent de faim. Ils sont également pillés, même à l'intérieur du pays. Ce qu'ils font au Congo, ils l'ont déjà fait au Rwanda. Donc, pour répondre à votre question, nous ne soutenons pas ce régime. Nous sommes désolés aussi, nous souffrons avec le peuple congolais qui a été très généreux, qui a été très gentil à nous recevoir quand on était réfugiés, quand ce régime de Paul Kagame prenait le pouvoir au Rwanda. Une partie, plutôt la moitié de la population s'est déplacée au Congo. Ils nous ont poursuivis là-bas pour nous massacrer. Et en même temps, ils ont massacré les Congolais, mais ils avaient d'autres buts, évidemment, et c'était pour piller le Congo. Ils l'ont fait depuis plus de 25 ans. Ils n'ont pas envie d'arrêter de le faire, puisqu'ils ont des soutiens aussi dans les pays dont on a déjà parlé, mais qui ne seraient pas intéressés par l'or à moitié prix, qui ne seraient pas intéressés par ces richesses du Congo à moitié prix, achetées chez les voleurs. Et les voleurs, on les connaît. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas punis. C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions qui sont prononcées contre eux. Alors la solution est à chercher ailleurs. On pourrait parler plus longuement, mais voilà un peu de mots. Le malheur du Rwanda, le malheur du Congo et de toute la région, c'est le régime, c'est le leader, en la personne de Paul Kagame que nous avons eu pendant ces dernières années, et son régime, qui sont des conquérants comme au Moyen-Âge et qui croient tout permis et qui semblent ne pas craindre de représailles de la part des peuples, des populations et de la part de la communauté internationale. Et je pense que c'est là où on doit chercher la solution. Voilà, madame, ce que je pourrais dire un peu de mots. C'est vrai qu'on peut dire que le Rwanda et le Congo vivent à peu près la même chose à cause de ce régime de Paul Kagame. D'ailleurs, on voit que les grandes autorités, en gros, de la RDC dénoncent beaucoup Paul Kagame, mais ne parle pas beaucoup, même si Monsieur Omb, il en a parlé tout à l'heure, du président Museveni de l'Ouganda. Il est beaucoup moins pointé du doigt par les hautes autorités et j'aurais voulu savoir pourquoi. Si je pouvais directement répondre à la question. Donc là, j'ai déjà deux petites réponses. La première des réponses est que même la communauté, tous ceux-là les langues là qui se sont déliées désormais ne parlent pas de Museveni, tout simplement parce que Museveni est une fourbe. Il sait jouer à la fourberie. Donc c'est comme une petite souris, un petit rat. Alors qu'il vous croque la jambe, il essaie encore d'y mettre, comment le dire? Donc, la douceur. Voilà, c'est ça, pour que vous ne sentiez même pas cette douleur-là. Et les personnes qui suivent la situation n'en voient absolument rien. D'un côté, il est dans des opérations militaires dans l'Ituri, dans la province de l'Ituri, aux côtés des FARDC, des soldats congolais du pays du Congo. Et alors, on dirait alors, il joue au jeu du pyromane pompier. Donc, d'un côté, il veut montrer au monde entier qu'il est là, en tout cas, en train d'aider au Congo. Il vient au secours au Congo pour essayer de chercher des solutions adéquates à la crise. Mais de l'autre côté, c'est bien lui qui nous tue. Je vais vous dire, si le Congo n'attaque pas directement Museveni aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qu'un secret, moi-même, ça c'est mon analyse personnelle à moi et ça n'engage que moi, mais moi je le prends pour, comment le dire, un point stratégique. Parce que vous voyez, il y a un front déjà qui est ouvert avec le Rwanda. Un front, en tout cas, beaucoup plus important, non négligeable. Et alors, diviser ces énergies-là en deux, ce serait d'abord la stratégie de Museveni et de Kagame d'envahir le Congo d'un côté et de l'autre côté pour que le Congo s'engage de deux côtés à la fois et essayer maintenant de diviser les forces et les énergies en deux pour ainsi affaiblir le Congo, affaiblir les FARDC parce que diviser sur deux fronts. Le gouvernement congolais, l'État congolais, ayant constaté cela, stratégiquement, je pense qu'il s'est décidé de s'ouvrir sur le premier front qui est celui de Kigali. Et alors, dès qu'il en aura fini avec Kagame, je suis sûr, croyez-moi, vous verrez l'État congolais maintenant s'attaquer de M. Museveni. Il est à rappeler à notre
donc à nos auditeurs. Vous savez, ça, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des exactions conjuguées entre les deux pays dans une de nos villes à Kisangani, des années passées, dont l'Ouganda de Museveni a été coupable et sanctionné même. L'Ouganda est redevable d'une certaine somme vraiment de réparation. Et alors, en ce moment, à l'heure où nous sommes, moi-même, je ne conseillerais pas, si j'étais du moins le conseiller du président du Congo, moi, je ne le conseillerais pas non plus d'ouvrir les deux fronts à la fois. Comme Museveni s'est joué à la fourberie. Écoutez, il y a un proverbe rwandais. Je ne sais pas si je vais pouvoir le traduire correctement en français. Je vais me laisser, en tout cas, corriger par le président ici. En Kinyarwanda, on dit, quand une personne fourbe te cache qu'elle te hait, tu le caches aussi que tu le sais. Ah oui. Donc, tu me montres une face de gentillesse alors que moi je découvre de la mélancolie en cela, je te cache aussi que j'en sais rien. Et alors, on continue avec le jour là jusqu'à ce... Parce que vous savez, que ce soit l'agent de Kigali, que ce soit donc le gouvernement de l'Ouganda, c'est un seul embryon qui s'est divisé en deux pour faire naissance à deux jumeaux. Ah oui, hein? Et puis Kagame, c'est le lève en tout cas qui a su apprendre de son mentor, qui est donc M. Museveni. Bon, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus lourd pour le Congo. On a des milliers, si pas de millions de réfugiés à l'interne comme à l'externe. On a l'armée congolaise qui était infiltrée des orteils à la chevelure. Pas seulement l'armée, mais toutes les institutions alors. Toutes les institutions. Donc, il faudrait d'abord dérwandaliser toutes ces institutions-là. Il y a eu des infiltrations systématiques depuis 1996 lors de l'entrée de l'AFD en RDC. Et alors, il faudrait d'abord aussi dérwandaliser toutes les institutions, réformuler encore ou bien réformer l'appareil sécuritaire du pays, donc nos FARDC. Et d'ici là, vous savez, le président avait lancé un appel de recrutement des jeunes. Il y a eu 2 milliers, plus de 40 000 aujourd'hui sont en formation, qui vont venir se joindre maintenant à ces soldats-là existants aujourd'hui. Et dès qu'ils vont ouvrir le front, je pense que ce sera meilleur. Mais voilà que c'est stratégique en tout cas cette question-là. Mais vous avez mieux fait de la poser. Et je pense que le pays en général, ou bien les FARDC s'y tiennent bien en tout cas, et je suis que la victoire est certaine. Maintenant qu'on a aussi un allié qui est contre le Rwanda et contre surtout le régime de Paul Kagame, je pense que c'est possible. Et du coup, comment entrevoyez-vous les solutions? Excusez-moi, Marine, pour répondre à cette question que vous venez de poser à mon ami Ombe, j'avais quelque chose à dire là-dessus aussi, pour ajouter à ce qu'il a dit, parce qu'en l'entendant parler, donner sa réponse, j'ai pensé à quelque chose. Oui. Et c'est un principe politique. Là, on est vraiment au cœur de la politique. C'est le principe de la distinction entre l'ami et l'ennemi. Ouais. En fait, ce principe il est fondateur de l'organisation politique et le critère incontournable de discernement, surtout en temps de guerre. Évidemment, vous comprenez, si vous ne savez pas distinguer votre ami, c'est-à-dire votre allié, de votre ennemi qui vous attaque, alors là, vous êtes mort, ça se comprend. Alors, c'est vraiment voir comment le président Félix Antoine Tshisekedi a démasqué et dénoncé le Rwanda et tel l'Ouganda que j'ai compris que son président il était très, très intelligent et il va être à la hauteur de la situation. En fait, il revient au chef de l'État, au chef suprême de l'État, de désigner son ami, de désigner donc ses alliés et de pouvoir les distinguer des ennemis de la nation. Et le latin utilise 2 mots pour dire l'ennemi. Donc, il utilise inimicus. C'est un ami personnel, en fait, avec qui vous ne vous entendez pas. Là, il n'est pas dangereux. Mais pour le cas du pays, c'est autre chose. Il utilise hostis.
hostis. Donc, livrer des hostilités ou les hostilités, c'est-à-dire l'ennemi qui essaie de détruire les intérêts d'une autre nation. Alors là, nous avons vu le président Antoine Tshisekedi désigner le Rwanda comme le hostis, donc l'ennemi qui détruit ses intérêts et les intérêts de son peuple, et en faisant silence sur Museveni, que nous savons aussi, comme vient de le dire notre ami Ombe, présent sur le territoire, derrière tous les conflits de la région. Alors, si Félix Tshisekedi l'a fait comme cela, ce n'est pas parce qu'il est ignorant. Il le sait certainement. C'est parce qu'il a ses raisons. Et ces raisons, on les connaît à peu près, on peut les supposer, comme disait Ombe, c'est des raisons stratégiques et tactiques que nous pouvons ne pas directement comprendre ou en réalité que nous connaissons. Alors, sans répéter ce qu'a dit notre ami, la politique joue sur 3 tableaux en fait. Il y a ce que les hommes politiques disent et ils le font, et ils savent qu'ils le feront. Il y a ce qu'ils disent qu'ils feront, tout en sachant qu'ils ne le feront pas. Et il y en a ce qu'ils taisent et qu'ils vont faire en connaissance de cause. À mon avis, le Congo, toute la région, c'est le rôle d'Homme Museveni dans le malheur qui nous frappe. Si le président Félix le tait, c'est parce qu'il a des priorités. Si le régime de Kigali vient à tomber, il sait les conséquences que ça aura sur l'Ouganda d'Homme Museveni s'il est toujours en vie, parce qu'il est très âgé. On ne sait pas combien de soleil, entre guillemets, lui reste. Mais je pense que le président, c'est pour des raisons stratégiques et tactiques qu'il tait le rôle de l'Ouganda. Mais, comme le disait Ombe aussi, on sait que Museveni est très impliqué dans le désordre qui règne dans la région. On ne peut pas trouver de solution comme vous nous posiez, puisque vous alliez vers des solutions sans devoir s'occuper de lui aussi. Voilà un peu de mots ce que je pourrais dire. Mais distinction entre l'ami, les alliés et les ennemis, c'est très important. Et il manie, le président Tshisekedi, je le félicite vraiment, il manie ce principe avec brio, à mon avis. Mais la problématique, c'est que des fois, on a du mal à distinguer quand même le vrai du faux, sachant que Museveni va aider les populations, mais va aussi faire des choses à l'arrière, comme on me disait. Au niveau de tout ce qu'on a pu dire, quelles seraient du coup les meilleures solutions? Qu'est-ce qui pourrait avantager et dénouer cette situation, tout simplement? Auriez-vous des idées? En mon avis, vous savez, ils ont joué d'abord. Quand je dis il s'agit de nos oppresseurs. Avec le mental, le psychique de nos populations. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui. C'est ça la première chose. À ce point-là que beaucoup de nos citoyens, surtout ceux-là qui sont utilisés par nos oppresseurs, ils ne maîtrisent pas l'affaire. Ils sont manipulés, mais pour l'intérêt alors qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, il faut d'abord une vulgarisation bien profonde alors. D'abord, faire comprendre à nos populations que nos populations et nos pays respectifs ne sont pas ennemis. Parce qu'il faut d'abord comprendre qui est notre ennemi comme Congolais. Le président congolais Félix Tshisekedi l'en a toujours dit, les Rwandais sont nos frères et sœurs. Pourtant, le régime en place, c'est celui-là, notre problème. Ça, c'est un. Donc, comme nous connaissons déjà l'ennemi, nous connaissons le problème, alors il est très facile donc d'en trouver des solutions. Vous connaissez l'allié aussi maintenant? Voilà, nous connaissons l'allié aussi. Et quand ils nous tuent au Congo, ils veulent faire croire au monde entier que ce sont les Tutsis congolais qui ne trouvent pas de place dans la société congolaise. Alors que nous trouvons ces Tutsis congolais-là dans toutes les institutions du pays et ils sont alors les meilleurs représentés dans l'armée congolaise. Donc, moi-même sur ma chaîne Ombe Nyamuhombeza, dans tous mes messages,
j'essaie d'abord de jouer ce rôle-là, de dire à mes frères Tutsis congolais, comprenez que ce régime va chambouler toute chose entre votre communauté et le reste des communautés congolaises, et alors que le régime n'est plus là que pour 2 nuits ou 2 jours. Mais le conflit risque de persister de génération en génération. Et alors, ça c'est un. De deux, mon pays, mes frères, le peuple congolais a compris maintenant l'enjeu. Ce n'est plus ce Congo-là d'hier, ce n'est plus cette population-là d'hier, ce n'est plus, donc il y a déjà des réformes en cours, que ce soit de l'armée, que ce soit aussi de la police, pour dire que avoir la problématique actuellement, la solution ne peut plus être négociée. Elle doit s'imposer. On est passé par des négociations qui nous ont emmerdé toute la vie, donc la vie de toute la population congolaise. Et c'est pourquoi le président Félix Tshisekedi, avec la diaspora congolaise en Chine, il a dit voilà de décennies et de décennies que nous sommes dans la même danse alors que le bourreau tire le ficelle, mais nous devons alors changer de stratégie et nous avons désormais décidé d'agir intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire? La population a déjà compris la situation. Il faut maintenant former donc l'appareil sécuritaire, donc les FARDC et la police congolaise. Ça, c'est un. Il faut la réforme au sein de cette police et l'armée. Il faut l'équiper avec des armes, en tout cas, qui sont à la hauteur. Et aujourd'hui, madame, je vous dis, le Congo est beaucoup plus près. Nous avons au moins entre 30 et 40 000 têtes en formation militaire aujourd'hui. Il y a des formateurs chinois, il y a des formateurs britanniques, il y a des Français, il y a des Belges au pays qui sont en train de former. Donc, d'ici là, quand on va trouver au moins ces 30 000, 40 000 sur le front, ben, je pense qu'ils vont nous faire un miracle et le pays va se faire respecter. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous avons finalement compris que les négociations n'ont jamais résolu le problème. La diplomatie, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la diplomatie rwandaise, elle est à bas. Donc, le président congolais a su jouer cette diplomatie-là qu'aujourd'hui même, on est en train de récuser des diplomates rwandais au niveau international. Il y a eu ces cas chez nous au Congo, avec l'ambassadeur Karega, le même sujet a connu le même sort en Afrique du Sud. Il venait de connaître le même sort en Grande-Bretagne, je le crois bien. Non, c'est en Grande-Bretagne ou bien en Royaume de Belgique? Je pense en Belgique. En Belgique. Il y a un autre là qui venait de se faire récuser en Angola. L'autre, je pense que c'est un téléchargement en Égypte. Et alors, ça dit déjà grand-chose. Voilà qu'une fois conjuguées ces énergies-là, ça va quand même travailler pour que nous puissions trouver une solution durable à ces problèmes-là. Mais alors, je reviens sur mes premiers propos. Il faut que donc, cette fameuse communauté internationale quitte désormais cette fourberie-là. Il n'y a que 2 jours passés, Blinken a appelé de 2 côtés le Rwanda, donc Kagame et Tshisekedi. Il a dit, écoutez, nous restons toujours préoccupés par la situation volatile qui se trouve au bord de vos 2 frontières-là. Et nous demandons qu'il y ait au moins escalade, tout ça. Mais écoutez, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Et puis, pourquoi ils viennent nous s'ingérer dans la gestion de nos pays? Les injonctions, nous en avons marre. Il faut laisser le parent lui-même donner du nom à son enfant. Et voilà, c'est ça. Donc, il faut que ce soit la communauté internationale, que ce soit le Conseil des Nations Unies de sécurité, que ce soit l'Union européenne, surtout aussi cette fourbe-là aussi de l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine aussi connaisse des réformes. Il faut aussi des réformes au niveau de l'ONU. Imaginez-vous toute l'Afrique, madame. Toute l'Afrique avec une cinquantaine de pays. Nous n'avons aucun siège permanent au sein
du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et tous les pays qui disposent de ce droit de veto-là, ce sont toujours le même là qui s'appelle, d'un côté, il s'appelle le G5, de l'autre côté, il s'appelle le G7, ici, il s'appelle le G20, là-bas, ils vont s'appeler de l'OTAN, de l'autre côté, ils vont s'appeler l'ONU. Et où est la place de l'Afrique? Donc, c'est comme si nous étions tout simplement un terrain d'exercice. Nous ne sommes là que pour exécuter et subir tous les coups possibles. Voilà un peu de mots. Je pourrais en dire trop, mais comme il s'agit aussi de contrôler le temps, je ne peux que me synthétiser ainsi. Merci. Mais de rien. Monsieur Thomas, un mot à rajouter? Oui, bien sûr, puisque vous nous avez posé une question très, très intéressante à propos des solutions. Vous nous avez posé la question concernant les bonnes et les meilleures solutions. Alors, mon ami Ombe vient de dire ce qu'il pense. Je peux ajouter quelque chose parce que à chaque fois qu'il y a un problème, on s'oppose. Il y a un principe du droit et pour savoir exactement où on peut orienter les solutions, tout en comprenant les problèmes, c'est à qui cela pourrait intéresser. Donc, nous savons pourquoi le Rwanda de Paul Kagame, disons, Paul Kagame et son régime vont au Congo. Ils y vont pour principalement piller les richesses du Congo. Et ils vont continuer à le faire parce qu'ils ont développé leur régime au-dessus de leurs moyens. En fait, le Rwanda ne peut plus, ce n'est pas le Rwanda parce que nous savons comment le peuple vit, comme je vous ai dit, mais leur régime ne peut pas survivre s'il ne va plus piller au Congo. Donc, ils continueront d'y aller. Alors, la première réponse à la question, la solution, il faut les arrêter. Il faut absolument les arrêter si on veut la solution. Nous, au niveau du gouvernement du peuple rwandais en exil, on s'est assis et on a réfléchi. Et j'ai adressé 2 courriers au président Tshisekedi au nom du gouvernement du peuple rwandais en exil. Et le premier courrier, c'est amusant, c'était l'année où il a été élu. Il venait juste d'être élu et nous avons perçu en lui un leader tout différent de ce que nous connaissions avant. Et c'était le 1er novembre 2019 et nous lui avons adressé un courrier qui disait si nous voulons réellement la paix, c'était le titre de cet hémicycle, si nous voulons réellement la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, neutralisons Paul Kagame. C'est ce que nous proposions en ce moment-là. Il faut absolument le neutraliser parce que s'il n'est pas neutralisé, il va continuer à aller tuer, piller. Alors, dernièrement, et c'était en décembre dernier, nous lui avions encore adressé notre courrier qui disait le synonyme de ce que nous avions dit avant. Mais nous avons développé d'autres arguments parce que nous avions très apprécié comment il avait évolué. Et notre courrier était intitulé « Un nouveau régime démocratique et pacifique à Kigali, double point, c'est l'autre nom de la paix au Kivu et la concorde dans la région des Grands Lacs. » Et là, vous comprenez, notre orientation, c'est celle-là. Si ce régime de conquérant du Moyen-Âge, comme je l'ai qualifié, reste en place, il va continuer à faire la même chose. Alors, moi, je pense qu'avec le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, que vraiment, il faut neutraliser ce régime-là. Et le président Tshisekedi l'avait dit, il l'a dit au peuple congolais, il l'a dit au niveau régional, il l'a dit à l'ONU, il l'a dit même devant le pape. Il a compris cela, qu'il fallait disons, essayer de neutraliser ce régime qui est un régime de conquérant. Conquérant, évidemment, c'est positif. En fait, c'est un régime de brigands, de voleurs, tout simplement. C'est ce qu'il faudrait dire. Et comment le faire alors? C'est ce qu'il y a, évidemment, des actions et des initiatives à l'intérieur des pays, au niveau du Congo et au niveau du Rwanda. Au niveau du Congo, M. Ombe vient de citer comment le Congo se réorganise, en fait, pour faire face à ce régime. Mais la guerre est inévitable, ça se comprend. La guerre, elle est là déjà. Bon, il reste seulement comment le Congo va pouvoir traverser les frontières pour arrêter ce régime, le régime des brigands. Et la question de savoir comment nous, le peuple rwandais qui ne soutient pas ce régime, va pouvoir rentrer dans cette guerre. Et là, je pourrais vous dire que nous sommes prêts, en fait. Je suis la personne parmi l'opposition qui a toujours dit qu'il voulait des solutions pacifiques. Je suis la personne, je suis prêtre, en fait, et je n'ai pas changé. Par contre, quand il y a une guerre, il faut se battre. On ne va pas rester à se faire couper les têtes comme ça se fait au Congo, mais aussi au Rwanda, éternellement. Alors là, on est prêt.
Et c'est seulement après avoir neutralisé ce régime, qu'on pourra penser à des solutions plus durables, comme la restauration des organisations d'intégration régionale, comme on en avait, comme le CPGR, comme l'OBK. Ces organisations ne peuvent fonctionner que sur base de la bonne volonté, de la volonté politique des régimes qui dirigent ces États. Mais s'il y a à la tête du pays comme le Rwanda, l'Ouganda, n'en parlerons plus, des gens qui ne respectent pas les paroles. Parce que vous savez, tout dans ce monde, surtout dans les relations internationales, ce n'est pas seulement dans les relations internationales. Vous savez, Madame Marine, même pour épouser quelqu'un, il y a un accord. C'est parce que vous respectez la parole de votre homme et qu'il respecte votre parole. C'est un accord. D'ailleurs, on signe un contrat de mariage. Mais dans toute la vie, que ce soit en entreprise, on signe des contrats. Au niveau des relations internationales, c'est la même chose. On signe des accords, on signe des contrats, on signe des alliances. Si vous signez avec des gens qui ne respectent pas leurs paroles, comme ils sont les conquérants du Rwanda, là, eh bien, vous pouvez rien réaliser. C'est pour ça que nous avons que de la misère et de la guerre tout le temps. Alors, les solutions, on pourra en avoir, mais la première étape et la plus importante, c'est de monter une stratégie pour neutraliser ce régime. Après, comme le disait le président Tshisekedi, le peuple congolais n'a rien contre le peuple rwandais. On est des frères, on est des sœurs. Mais le problème, c'est le régime qui est à Kigali et son chef. Son chef, là, quand j'en parle, mais ce n'est pas le propos moi, je ne le vois pas. Je ne le vois plus. Je ne sais pas où il est depuis 3 ans. Mais là, c'était notre sujet. On pourra y revenir. Mais ce qui est vrai, c'est que son régime continue de travailler comme il a travaillé, c'est-à-dire piller, tuer, au Rwanda comme au Congo. Mais la solution, elle est possible, mais on ne l'attendra pas de la communauté internationale. C'est ce que disait notre ami Ombe. Des organisations internationales, de l'ONU, des organisations régionales, il ne faut rien attendre. Il faut que les peuples se bougent eux-mêmes. Les gens qui doivent changer la situation, c'est des Rwandais même qui n'adhèrent pas à cette politique de ce régime, qui s'est appelé lui-même killing machine, c'est-à-dire ils se sont organisés comme une machine à tuer. Et c'est le général Kabarebe qui l'a dit ouvertement. Alors, c'est le peuple rwandais qui est contre ce régime qui doit se lever et s'organiser. Et puis, c'est le peuple congolais qui est victime des méfaits de ce régime qui doit s'organiser, qui doit se donner la force et les moyens nécessaires, comme il est en train de le faire d'ailleurs, et ça se voit, pour se libérer. Et c'est là où je trouve les solutions, mais il ne faut rien attendre. Il ne faut pas, en tout cas, attendre grand-chose des Nations Unies, des organisations régionales, tant que nous ne sommes pas vraiment déterminés et engagés. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. OK. Et Ombe, il est en train de parler sur mute. Ouais. Est-ce que je peux me compléter juste en quelques petits mots? Pas de souci. Vous savez, au Sahel, le vent qui est au Sahel aujourd'hui, vous êtes bien informé d'une personne qui s'appelle Mamadou Doumbouya. Vous êtes mieux informé aussi de la personne de Assimi Goïta. Vous êtes mieux informé de M. Tiani du Niger. Vous êtes aussi bien informé de M. Ibrahim Traoré. Donc, dans le pays de Grand Lac, nous avons Sassou Nguesso qui est là depuis des décennies et des décennies. Nous avons Museveni qui est là depuis des décennies et des décennies. Nous avons Paul Kagame qui est là depuis des décennies et des décennies. Ils ne sont là que par de coups d'État institutionnels. Et alors, écoutez, j'ai une auditrice, en tout cas beaucoup plus active sur ma chaîne qui s'appelle Chiza Emeline, que je salue en passant, je pense elle nous suit toujours là, elle doit être là. Dans une de mes émissions, nous avons créé notre propre verbe à nous. Et puis nous avons dit non, si les élections ne peuvent plus résoudre le problème, si nos constitutions, les constitutions de nos pays respectifs ne peuvent plus résoudre le problème démocratique, il faut désormais traoriser le pays de l'Afrique centrale. Donc, le Rwanda a besoin d'un Traoré, Ibrahim Traoré. L'Ouganda peut se créer aussi un Traoré. Pourquoi pas aussi le Congo-Brazza?
Voilà un peu de mots. Si toutes les solutions ne peuvent plus être exploitées, il ne va rester que terroriser la sous-région, c'est tout. Et voilà, nous avons que ce petit verbe-là aussi, qui c'est une aussi des solutions envisageables. Merci beaucoup. Mais de rien. Il faut surtout essayer de combattre les fausses idées pour éviter que les uns contre les autres qu'on se batte alors qu'à la base, on aurait le même ennemi en commun. Ça. La manipulation mentale, c'est une très grosse arme qu'il faut éviter, évidemment. Ouais. Au niveau des relations paisibles entre le Rwanda et la RDC, pensez-vous qu'elles peuvent être toujours envisageables malgré tout? Oui, moi j'y pense et j'y crois fermement. Je vais emprunter les dires du président congolais. Il y a de ces confrères-là, de politiciens congolais qui lui ont proposé d'ériger un grand mur sur nos frontières, donc la frontière rwando-congolaise. Donc de séparer le Congo par un mur et de fermer toutes les frontières possibles qui donnent l'accès à nos deux pays. Mais il s'est expliqué disant non, écoutez, nous n'avons pas de problème avec le Rwanda comme tel et ces régimes-là, la junte de Kigali, les sanguinaires de Kigali ne sont pas éternels. Peut-être que demain, nous aurons M. Naïman à la tête de... Nous le verrons à Lugwiro, à la maison présidentielle au Rwanda. Et là, nous allons recouvrir cette paix-là avec nos frères rwandais. Et alors, si par Naïman, si par un autre Rwandais qui va cultiver cette paix-là, avec le Congo, est-ce que nous serons maintenant obligés de mettre ce mur-là par terre? Mais non. Eh bien, c'est-à-dire que nous avons cet espoir encore que le régime va tomber demain ou après-demain. Parce que je jure, j'insiste et je persiste, ces régimes-là ne se tiennent plus que sur un seul pied. Et je ne vois que le déclin venir de ces régimes-là. Donc, d'ici là, écoutez, nous pourrons encore jouir de toutes nos libertés fondamentales, nous pourrons encore vivre une paix durable entre nos deux pays, nos deux populations. Et puis, je voulais corriger une chose. Dans nos dires, dans nos déclarations, nous parlons souvent du Rwanda. Alors que les Rwandais eux-mêmes sont victimes parce qu'ils sont dans une prison ouverte au Rwanda. Les deux subis. Oui. Ils sont dans une prison à ciel ouvert au Rwanda. Ils sont eux-mêmes victimes. Ils sont muselés. Celui qui ose parler, ou bien il est kidnappé, ou bien il est en prison, ou bien il s'est fait égorger. C'est ça la vie des Rwandais. Ils n'ont rien à dire. Donc, il ne faudrait pas que d'un côté, ils sont tués physiquement et moralement, mentalement par le régime qui était censé leur protéger, et de l'autre côté, nous les traitons aussi d'oppresseurs alors qu'eux-mêmes sont aussi victimes à notre côté ou bien avec nous. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a encore de ces Rwandais-là, que ce soit même au sein du régime, que ce soit même parmi les populations rwandaises, ceux-là qui ont besoin en tout cas du changement au Rwanda. Mais comment y arriver, comment procéder? C'est tout simplement, je voulais demander à nos frères rwandais, surtout les opposants, de cesser avec leur division politique. Eh ben, ils n'ont qu'un seul ennemi. Donc, il faut qu'ils conjuguent leurs énergies. Il faut qu'ils travaillent en synergie aux côtés aussi des Congolais, des Burundais et d'autres pays qui sont prêts à collaborer avec eux pour la chute de ces assassins, de nous débarrasser. Mais il faut... Écoutez, madame, je vais me donner cette audace-là aussi d'emprunter ce verbe-là. Donc, il faut dénazifier la sous-région. Un point, c'est tout. Dénazifier la sous-région, donc, c'est de nous débarrasser de Kagame et de Museveni. Il n'y a que ça. On ne peut pas se débarrasser du Rwanda ni de la population rwandaise parce que le Rwanda sera toujours notre voisin, les Rwandais seront toujours nos frères et sœurs, mais la junte du FPR n'est qu'ennemi, n'est qu'assassin, n'est que massacreur, n'est que génocidaire. Et voilà, je manque de qualificatifs. Merci beaucoup. Mais de rien. En off, vous m'avez parlé d'une chanson.
que j'aimerais bien écouter pour clôturer cette émission. Thomas, avant, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est juste l'espoir que je nourris de voir un jour un régime pacifique et démocratique à Kigali qui contribue non pas à faire la guerre dans les pays voisins, non pas à foutre le bordel partout, si vous me permettez le terme, mais à aider les confrères, à aider les peuples voisins à être plus démocratiques et plus libres. Parce que j'y crois aussi, nos peuples, on a beaucoup de choses en commun. D'ailleurs, on a connu cela dans le passé. Les frontières n'étaient pas un problème entre le Rwanda et le Congo, par exemple. On se mariait entre nous, on pouvait faire du commerce. Même dans les pires moments de la guerre, on traversait quand même les frontières pour aller à Goma, pour aller à Bukavu. Et les gens du Bukavu et de Goma venaient toujours au Rwanda. Même en temps de guerre, ils continuent de venir. Donc, il y a beaucoup de liens solides, de liens historiques qui font qu'on peut collaborer et faire de la paix sans problème. Et c'est pour ça, puisqu'on vous a parlé de la chanson de Kizito qui chante, qui nous prête vraiment des mots pour dire la réalité, il n'y a pas de haine entre nous. Il y a seulement des régimes qui ne sont pas aptes à faire la paix, où il y a ce régime de conquérant du Rwanda qui a décidé tout simplement de faire le malin et de faire le bandit pour piller les autres, pour profiter des largesses et de la générosité des peuples de la région, et pour les conquérir et les asservir. Donc, voilà, moi, je garde cet espoir. Et avec moi, tout le peuple rwandais qui est opposé à la politique du régime de Paul Kagame. Et nous espérons qu'il n'y a que le changement de régime qui va apporter cette chance, cette opportunité de faire la paix avec le Congo et la paix durable qui va permettre le développement intégré de la région. Et nous espérons et nous travaillons pour. Merci. Mais de rien. Vous pouvez donc du coup nous faire écouter cette petite chanson. Merci beaucoup. Bien. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous
ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.